Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre hebdo. L'actualité cette semaine, c'est tout d'abord la situation épidémiologique dans la région, dans le département, en Vendée. Les indicateurs de l'épidémie sont au plus haut ces dernières semaines. Le taux d'incidence est d'ailleurs supérieur au pic de la deuxième vague en novembre dernier. Mais selon l'ARS, les nouvelles restrictions instaurées depuis le début de la semaine commenceront à faire effet d'ici quelques jours. Écoutez. Ce mois d'avril qui est déterminant, à la fois, je pense, va montrer que les efforts que nous mettons en place, que nous réalisons, vont porter leurs fruits. C'est indéniable. C'est encore un peu tôt pour en mesurer les effets. On sait que vraisemblablement, c'est à partir de mardi vraiment qu'on va commencer à voir et qu'on va faire le compte à rebours. Vous le savez, c'est en général 10 à 15 jours après le 6 avril. Donc, c'est plutôt la semaine prochaine qu'on va vraiment pouvoir mesurer cette tendance. Et puis autre information fournie par l'ARS, un vaccinodrome d'une capacité de 1000 à 2000 vaccinations par jour pourrait ouvrir au vent d'espace, seule condition que les 10 centres du département tournent déjà à plein régime. Des centres de vaccination qui augmentent justement actuellement leur capacité. Le 10e a ouvert ses portes ce mercredi à Saint-Hilaire-de-Riez. De nouvelles doses sont en effet attendues dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, près d'un Vendéen sur 7 a reçu une première injection, soit environ 100 000 personnes. À partir du 16 avril, la vaccination va également s'ouvrir aux plus de 60 ans et aux plus de 50 ans dès le 15 mai. À Fontenay-le-Comte, le centre se prépare donc à monter en puissance. Reportage sur place signé Alix Lanos. Alors, faites voir votre ordonnance, que je vois ce que vous prenez. Vous prenez des anticoagulants ? Paulette et Fernand sont venus en couple recevoir leur seconde dose de vaccin. Une injection reçue comme un cadeau pour Fernand, qui fête aujourd'hui son anniversaire. 91 ans. Si on le fait, c'est pas uniquement pour nous, c'est pour tout le monde. Si on se fait vacciner, c'est pour protéger tout le monde. Ici, au centre de vaccination de Fontenay-le-Comte, on vaccine environ 300 personnes par jour. C'est un peu plus que la semaine passée et on se prépare encore à augmenter la cadence. À l'heure actuelle, il y a 5 box d'installés pour l'entretien d'éligibilité. On peut en monter un 6e si nécessaire. Et après, sur tout l'autre côté, c'est les box infirmiers pour donc l'acte vaccinal. Donc là, à l'heure actuelle, on en a préparé 9, il y en a 5 d'ouverts et on pourrait encore en mettre au moins 2 autres supplémentaires. Et après, on peut également agrandir la zone de surveillance assurée par la protection civile. Une réorganisation du centre en vue de l'augmentation du nombre de doses prévues dès la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on va quasiment doubler, puisqu'on sera à peu près à 2400-2500 personnes semaine. On est ouvert le samedi matin. On pourrait, si nécessaire, ouvrir également le week-end, puisque je rappelle que le SDIS de la Vendée et les pompiers sont prêts aussi à vacciner. Aujourd'hui, on s'adapte, je dirais, aux doses qu'on nous met à disposition. On a une visibilité à 15 jours à peu près, donc on a des doses à peu près la vaccination jusqu'à la fin du mois. Et après, pour le mois de mai, pour l'instant, on n'a aucune certitude. Aucune certitude quant à l'approvisionnement pour le mois de mai, alors même que du côté de la population, de plus en plus de personnes espèrent désormais se faire vacciner. Il faut que ça monte en puissance, de toute façon. Il faut que les gens soient volontaires, mais je crois que maintenant, ils commencent à prendre le pli. Maintenant, on va pouvoir desserrer un peu la vis, mais être à précaution quand même. Alors on va attendre une quinzaine de jours tranquillement, puis après on ira peut-être voir les enfants à droite à gauche, quoi. Et c'est pour répondre à un maximum de demandes qu'un 10e centre de vaccination a ouvert ses portes sur le département ce mercredi à Saint-Hilaire-de-Riez. Conséquence du rebond de l'épidémie et des mesures en vigueur depuis le début de la semaine, les élèves vendéens ont connu une semaine de cours à distance. Les professeurs ont également dû reprendre leurs habitudes du premier confinement et s'adapter à nouveau pour que les cours puissent continuer. Exemple avec Jonathan Lequelec, professeur de sciences physiques dans un collège des Sables-d'Olonne, aux côtés de Pierre Talicieux. C'est parti pour cette première semaine en distanciel depuis le premier confinement. Première question, est-ce que vous avez appris de ce premier confinement justement qui était compliqué pour tout le monde, on s'en souvient? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus serein? Alors c'est vrai qu'au début du premier confinement, donc les dispositifs qu'on avait mis en place au collège en ligne ont plutôt bien fonctionné, mais malgré tout on a vu la limite de certaines choses. Et depuis on a en effet mis en place d'autres méthodes et d'autres outils pour les élèves, de manière à avoir des retours de travaux beaucoup plus simples pour les élèves et des échanges avec eux plus simples aussi avec l'outil Google. G Suite notamment.
On le voit, vous avez mis en place des petites expériences. Là, vous avez prévu un peu cette semaine différemment que des cours, j'imagine, dans une classe normale. Bah oui, parce que moi, professeur de physique-chimie, les élèves sont censés faire des expériences et c'est vrai que à la maison, ils n'ont pas forcément les outils ou le matériel nécessaire pour le faire. Alors j'ai essayé d'emmener des choses pour pouvoir réaliser des petites vidéos et montrer aux élèves un peu ce qu'on obtient comme résultat, etc. Et puis voilà, je leur mettrai ça en ligne de manière à ce qu'ils puissent quand même travailler à partir de ces vidéos-là. Et les plateformes numériques de l'éducation nationale ont connu de nombreux problèmes techniques cette semaine. Beaucoup d'élèves et enseignants n'ont ainsi pas pu accéder à leurs cours. Les établissements scolaires étaient donc fermés cette semaine, mais pas pour tout le monde, à l'image de ce qui avait été mis en place lors du premier confinement il y a 1 an. Certains parents, travaillant pour des professions indispensables à la gestion de l'épidémie, ont pu déposer leurs enfants à l'école pour suivre des cours en présentiel. Explication, Alexia Janet. Depuis cette semaine, l'école est fermée, mais elle n'est pas vide pour autant. Ici, l'accueil des enfants se fait en petit comité, ceux qui ont le droit de venir. Les enfants du personnel soignant, des enseignants, des personnes qui travaillent dans les laboratoires, de la police, la gendarmerie, les pompiers, etc. C'est l'objectif principal de cette semaine et de cet accueil. C'est de permettre aux parents qui ont des professions, qui doivent aller travailler obligatoirement, de pouvoir aller travailler sereinement. Pour la première journée, ils étaient 28 à faire partie de cette liste prioritaire. Cette semaine, il y a des jeux, mais aussi des cours. Le programme reste le même que pour ceux qui sont à la maison. L'objectif, c'est qu'ils puissent, eux, avancer, mais au même rythme que les enfants à la maison. Voilà, c'est justement pas de creuser l'écart entre les enfants à la maison et les enfants à l'école. Les enfants sont en petit nombre, donc j'ai l'impression qu'ils sont plutôt contents de venir. La relation est un peu différente puisqu'on accueille des tout petits nombres, donc c'est sympathique. Il s'agit juste de jouer avec eux, de leur faire manipuler ce qui est demandé par les enseignants. Donc il me semble une ambiance plutôt décontractée et plutôt sympathique. Alors du coup, les enfants, ce n'est pas de la semoule, c'est du bourbourg. Alors que d'autres municipalités demandent aux familles d'apporter leur repas, ici, le service du midi est assuré gratuitement. Ce choix aussi de la restauration pour que les parents n'aient pas à se tracasser de préparer et d'amener un repas froid pour les enfants sur cette période qui n'est pas facile pour eux aussi. Tous ces parents, toutes ces familles qui sont au service du personnel du public, c'est très important qu'ils n'aient pas à se tracasser de la garde de leurs enfants et que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles. La garde de ces enfants se poursuivra pendant les 2 semaines de vacances, sauf qu'il s'agira désormais d'accueil périscolaire. Il sera donc assuré non plus par les enseignants, mais par la municipalité. Et pour de nombreux autres parents pour qui les enfants ne pouvaient pas être à l'école, ces derniers ont dû faire face au casse-tête de la garde de leurs enfants. Un casse-tête également pour les employeurs qui se sont parfois retrouvés en manque d'effectifs. Et une nouvelle fois, chaque société a dû s'adapter et réorganiser les plannings. Exemple dans ce reportage au sein des boulangeries Barbarie à La Roche-sur-Yon. Dans cette boulangerie, il a fallu s'organiser avec la fermeture des écoles, des crèches et des maisons d'assistantes maternelles de plus de 10 enfants. Certains ont pu malgré tout venir travailler. Un soulagement pour cette salariée. Oh ben, moi oui, je préfère travailler que d'être au chômage partiel, c'est sûr. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que mon conjoint il travaille aussi et lui il est en maçonnerie donc c'est pareil, il continue à travailler. Et du coup on a la chance d'avoir mes parents, malgré qu'ils travaillent quand même, qui peuvent quand même s'en occuper, ma belle-mère aussi. Et voilà, système D, voilà. Mais tout le monde n'a pas pu en faire autant, comme cette salariée au téléphone qui doit rester à la maison pour garder ses enfants. Un véritable casse-tête pour le patron et son équipe. On est mis devant le fait accompli parce que les mamans sont bien obligées de garder leurs enfants et elles ont, entre leur travail et puis garder leur enfant, il n'y a pas photo, puis la loi les protège sur ça. Et nous, les entreprises, par contre, on est confrontés à une réorganisation au quotidien. Voilà. Et ce qui apporte qu'on a aussi un service à notre clientèle qui va être moins bien automatiquement. Il faudra que les clients attendent. Ce qui va peut-être aussi, sur la période du midi, emmener aussi un peu plus de queue dans nos boutiques. Voilà. Bon. Ce patron dirige plusieurs boulangeries et une quarantaine de salariés.
Et au problème de réorganisation des plannings, des vacances pour pouvoir garder les enfants, s'ajoutent les commandes des clients qui changent tous les matins. Il y a la gestion du personnel et toutes leurs demandes par rapport aux nouvelles mesures, mais il y a aussi les changements de quantité au niveau des commandes par nos clients, où là on est aussi un peu submergé par les écoles fermes, où les centres de loisirs sont modifiés au niveau des effectifs, donc ils nous appellent aussi pour modifier les commandes, donc ça veut dire on les reçoit au bureau, on transmet en production. Ici on réfléchit même à fermer une des boutiques car pas assez de personnel, au moins jusqu'au 26 avril prochain. Au chapitre social, mobilisation ce jeudi au sein de l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. Les membres du personnel du centre hospitalier avaient été appelés à se mettre en grève par la CGT pour protester contre le manque d'effectifs et de moyens au quotidien, ainsi que le manque de lits pour accueillir des patients. Depuis le début de l'épidémie, la demande de soins en santé mentale a augmenté. On a perdu grosso modo 25% de notre pouvoir d'achat en 20 ans, et ça c'est vrai pour tous les fonctionnaires. Donc maintenant, effectivement, on se retrouve face à une pénurie de personnel. Là, actuellement, l'hôpital a de grandes difficultés à recruter infirmiers et aides-soignants, auxquels il faut ajouter, ce qui est primordial, une pénurie très importante de médecins, puisqu'on a 15 postes vacants de médecins et que tout ça pèse très lourdement sur les conditions de travail des agents. On a un double effet, à la fois sur une difficulté à recruter, parce qu'on est dans un creux de vague, on attend les sorties des instituts de formation à l'été, et en l'attente, on n'a pas d'infirmiers disponibles sur le marché du travail, et dans le même temps, on a cette poussée de la demande de soins, donc évidemment, ça crée une surcharge et des difficultés dans les services que moi je comprends fort bien, mais auxquels on n'a pas les moyens de répondre de manière concrète, immédiate. Et puis à noter justement que la direction cherche à recruter une 50aine d'infirmiers d'ici cet automne. On termine cette hebdo avec les conditions climatiques et le retour des températures négatives après la douceur de ces dernières semaines. Le thermomètre a affiché entre -2 et -3 degrés par endroit certaines nuits, notamment mardi et mercredi. Une situation qui a inquiété les vignerons et les arboriculteurs du département. Alors pour lutter contre ce gel, les professionnels ont anticipé et mis en place des techniques spécifiques pour protéger leur récolte. Explication, Alexia Janet. Toute la récolte de ce vignoble se joue en ce moment même. Aurélien Bourdin doit protéger les bourgeons du gel la nuit. S'il n'y arrive pas, c'est une partie de sa production qui sera perdue. Le risque qu'on a quand on a des gelées, c'est que sur ces feuilles-là, il y ait de l'humidité, même à l'intérieur, et ça forme un glaçon à l'intérieur. Donc s'il fait -1, ça va faire un glaçon. Si le soleil tape trop vite dessus, à l'intérieur, ça va brûler. Donc ça, c'est un risque de perte de récolte à long terme. Si cette année on gèle, il n'y aura pas de récolte en 2021. En 2022, ce sera très compliqué d'avoir les bourgeons pour tailler, les choses comme ça. Donc 2022 sera aussi affecté et on récupérera en 2023. Et pour éviter d'avoir des pertes, il a décidé d'épandre du soufre, une poudre qui a la particularité d'émettre un gaz chauffant. S'il le fait à titre expérimental sur une trentaine d'hectares, c'est bien moins onéreux que la majorité des autres dispositifs. Protéger les cultures, alors il y a différents moyens. Il y a soit les bougies qu'on voit dans les vignobles, qu'on allume, ça peut monter jusqu'à 3 à 4 000 euros de l'hectare. Et nous, ce produit-là, dès l'essayer, on va être peut-être à 20 euros de l'hectare. Dans ce verger où l'on cultive des kiwis, des pommes et des poires, ces producteurs ont opté pour une autre solution. Pour protéger en fait nos bourgeons et ramener un petit peu de chaleur, on fait brûler des bottes de foin. Donc ça crée une couverture nuageuse, ça dégage de l'air chaud, ce qui évite à l'air froid de tomber. Une protection qui devient de plus en plus importante. À cause des printemps toujours plus précoces, les bourgeons sont davantage fragiles face aux gelées de la saison. On a un printemps comme depuis 6 ans où il y a du gel tardif en fait, beaucoup de gel tardif. Et là cette année, ce qui se passe c'est que c'est surtout du gel tardif mais avec des températures très négatives. Donc en général on peut être à -1, -2. Si les producteurs restent sur le qui-vive, pour l'instant, aucune température négative n'est à prévoir ces prochains jours. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.